Une étudiante studieuse a cédé sa place à une vieille dame, sans savoir que son petit-fils était millionnaire. Bienvenue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Le ciel parisien pleurait doucement. Ce matin-là, ses larmes grises glissant sur les vitres embuées du bus 72. Héléna Dubois, 24 ans, serrait contre elle un dossier usé contenant ses notes de l'école d'infirmière et les factures qu'elle n'avait pas encore pu payer. Ses yeux, d'un bleu pâle comme la Seine en hiver, fixaient le paysage urbain qui défilait lentement, pendant que ses doigts fins, rougis par le froid, tapotaient nerveusement sur son genou. « Prochain arrêt, rue de Rivoli ?» annonça la voix métallique du haut-parleur. Héléna ajusta son écharpe élimée, un cadeau de sa petite sœur Sophie. Le parfum de pain frais s'infiltrait dans le bus bondé depuis la boulangerie du coin, se mêlant aux effluves de parfums coûteux et d'eau, de pluie. 3 heures de sommeil. C'était tout ce qu'elle avait pu s'accorder entre son service de nuit à l'hôpital et ses cours du matin. Le bus s'arrêta brusquement, en voyant son carnet de notes valser sur le sol mouillé. En le ramassant, elle aperçut une vieille dame qui montait péniblement les marches du bus, s'agrippant à sa canne comme si sa vie en dépendait. Personne ne bougea. Les Parisiens restaient absorbés par leur téléphone ou feignaient de dormir. La vieille dame, vêtue d'un manteau en laine bordeaux élégant mais démodé, balayait l'allée du regard, cherchant en vain une place. Ses mains tremblantes trahissaient sa fatigue et sa fragilité. Héléna regarda l'heure sur son téléphone, 8h42. Son examen commençait à 9h en précise. Le professeur Moreau fermait systématiquement la porte à l'heure exacte, sans exception. Un retard signifiait un échec, et un échec pourrait compromettre sa bourse d'études, son seul espoir de finir sa formation et d'offrir un avenir meilleur à Sophie. Pourtant, quelque chose dans le regard de cette dame lui rappelait sa grand-mère, décédée l'année précédente. Cette même dignité silencieuse face aux difficultés. « Madame », Héléna se leva doucement. « Prenez ma place, je vous en prie. » La vieille dame tourna son visage ridé vers elle, surprise par cette proposition inattendue. « Oh non, ma petite, vous semblez épuisée vous-même. »« J'insiste, » sourit Héléna, rassemblant déjà ses affaires. « Je descends bientôt de toute façon. » C'était un mensonge, bien sûr. Son arrêt était encore à 15 minutes, et maintenant elle devrait faire le reste du trajet debout, compressée entre des inconnus irrités par la pluie et le lundi matin. La dame s'assit avec un soupir de soulagement qui valait tous les remerciements du monde. Puis elle leva les yeux vers Héléna et murmura « Je m'appelle Marguerite, Marguerite Blanc. Et vous êtes ?»« Héléna, Héléna Dubois. »« Eh bien, Héléna Dubois, la gentillesse est rare dans cette ville. N'oubliez jamais que les actes de bonté laissent des traces invisibles qui changent le cours des destins. » Ces paroles résonnèrent étrangement dans le brouhaha du bus parisien. Héléna hocha poliment la tête, sans savoir que de l'autre côté, de l'allée, un homme discret dans un costume sobre, mais impeccable, observait la scène avec un intérêt particulier. Le bus freina brutalement à un feu rouge, projetant Héléna contre une barre métallique. Son dossier s'ouvrit, éparpillant ses notes, et, plus embarrassante encore, la lettre de dernier avertissement de son propriétaire menaçant d'expulsion. L'homme en costume se pencha pour l'aider à ramasser ses papiers. Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'il lui tendit sa lettre. « Merci », murmura-t-elle, mortifiée à l'idée qu'il ait pu lire son contenu. « Ce n'est rien », répondit-il avec un léger accent que son oreille fatiguée ne put identifier. « Je m'appelle Guillaume. Guillaume Mercier. » Ce n'était pas son vrai nom, mais Héléna ne pouvait pas le savoir. Tout comme elle ne pouvait pas savoir que l'homme qui venait de lui tendre ses papiers était en réalité Liam Whitmore, petit-fils de Marguerite et PDG de White Tech, l'une des plus grandes entreprises technologiques d'Europe. « Université Paris-Descartes » remarqua-t-il en désignant son badge d'étudiante. « Oui », répondit-elle brièvement, peu encline à engager une conversation avec un inconnu alors que son examen approchait. « Vous étudiez la médecine ?»« Les soins infirmiers », précisa-t-elle, notant malgré elle l'intensité de son regard gris acier. Le bus s'arrêta.
Boulevard Saint-Germain, annonça la voix automatique. C'est mon arrêt, dit Helena, même si ce n'était pas vrai. Mais quelque chose dans le regard de cet homme la troublait, et elle préférait marcher sous la pluie plutôt que de rester dans cette étrange atmosphère. En descendant, elle jeta un dernier coup d'œil à travers la vitre embuée. La vieille dame lui souriait, avec une expression énigmatique, tandis que l'homme en costume la fixait avec une intensité dérangeante. Ce qu'Helena ignorait, c'est que ce simple geste de céder sa place allait bouleverser sa vie de façon irréversible. Car Liam Whitmore cherchait depuis des mois quelqu'un d'authentique dans un monde qu'il jugeait superficiel et intéressé. Et dans ce bus ordinaire, par un matin pluvieux de Paris, il venait peut-être de la trouver. Sous la pluie battante, Helena courait maintenant vers l'université, son cœur battant à tout rompre. Non seulement à cause de la course, mais aussi à cause d'un étrange pressentiment. Comme si quelque chose d'important venait de se produire, mais elle ne savait pas encore quoi. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre dans le bus. Helena avait réussi son examen de justesse, mais l'épuisement creusait chaque jour davantage son visage. Ce soir-là, après son service à l'hôpital Saint-Antoine, elle marchait le long des quais de Seine, savourant l'un de ces rares moments de calme. Les reflets de la tour Eiffel scintillaient sur l'eau noire, comme des promesses d'un bonheur presque tangible mais inaccessible. Son téléphone vibra. Un message de la directrice du centre pour personnes âgées où elle faisait « Du bénévolat 2 dimanches par mois. Nouveau volontaire demain? Pourriez-vous le former? Il s'appelle Guillaume Mercier. » Le nom lui sembla vaguement familier, mais sa mémoire épuisée ne fit pas immédiatement le lien. Elle répondit par l'affirmative avant de reprendre sa marche vers son minuscule studio du 19e arrondissement. Dans son appartement luxueux du 16e arrondissement, Liam Whitmore, connu désormais sous le nom de Guillaume, contemplait la ville lumière par la baie vitrée de son penthouse. L'image de cette jeune femme cédant sa place dans le bus ne l'avait pas quitté. Sa grand-mère, Marguerite, l'avait appelé juste après leur rencontre. « Liam, j'ai rencontré quelqu'un que tu devrais connaître. Une âme pure dans un monde cynique. » Il avait ri. « Grand-mère, arrête de jouer les entremetteuses. Ce n'est pas de l'entremise, c'est du discernement. Tu passes ton temps entouré de gens qui veulent quelque chose de toi. Cette fille, elle ne savait même pas qui j'étais, et pourtant elle m'a donné la seule chose qu'elle avait, son siège, alors qu'elle était visiblement épuisée. » C'est ainsi que Liam avait utilisé ses ressources pour retrouver Helena Dubois. Apprenant qu'elle faisait du bénévolat au Centre Sainte-Geneviève, il s'y était inscrit sous son pseudonyme, déterminé à la connaître sans le filtre de sa fortune. Le dimanche matin, Helena accueillit le nouveau volontaire avec un sourire cordial qui se figea lorsqu'elle reconnut l'homme du bus. « Vous !» commença-t-elle surprise. « Quelle coïncidence !» sourit-il avec une chaleur qui semblait authentique. « Je ne savais pas que vous travailliez ici. » Mensonge. Le premier d'une longue série. Au fil des semaines, une complicité se développa. Entre eux, faite de petits moments partagés, lectures aux résidents, parties de cartes avec les anciens, déjeuners rapides dans le jardin du centre. Guillaume Liam se montrait attentif, drôle, et semblait sincèrement intéressé par son parcours. Il évitait habilement les questions sur sa propre vie, prétendant être un simple consultant en informatique. Un jour, il arriva au centre avec 2 tasses de café. « J'ai remarqué que vous prenez toujours un café noir avant de commencer, » dit-il en lui tendant un gobelet. Ce geste anodin toucha Helena plus qu'elle ne voulut l'admettre. Personne ne faisait attention à ces détails. De sa vie, pas même elle. Ce même jour, Sophie, la petite sœur d'Helena, l'appela en pleurs. Elle était tombée dans l'escalier de son lycée et s'était gravement blessée au genou. Les médecins parlaient d'une intervention chirurgicale coûteuse que leur assurance ne couvrirait pas entièrement. Helena sentit le sol se dérober sous ses pieds. Déjà au bord du gouffre financier, cette nouvelle dépense était impossible à assumer. « Tu sembles bouleversée » remarqua Guillaume, en la voyant raccrocher. Elle hésita, puis lui confia sa situation. Sans s'en rendre compte, elle se livra comme jamais auparavant. Les années difficiles après la mort de leurs parents, les sacrifices pour que Sophie puisse étudier dans un bon lycée, ses 3 emplois, ses nuits,
Blanche, je suis désolé, s'interrompit-elle soudain. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Parfois, les étrangers sont les meilleurs confidents, répondit-il doucement, touché par sa résilience. 3 jours plus tard, Elena reçut un appel de l'hôpital. Une fondation anonyme proposait de couvrir tous les frais médicaux de Sophie. La chirurgie pourrait avoir lieu immédiatement. Le miracle tombait à point nommé. Trop, peut-être. Ce même soir, en rentrant épuisée de l'hôpital où Sophie venait d'être opérée, Elena alluma distraitement son ordinateur pour vérifier ses cours. Une notification de son agrégateur d'actualité attira son attention. Liam Whitmore, le génie discret de la tech française, fait un don historique aux hôpitaux parisiens. La photo qui accompagnait l'article l'affigea sur place. L'homme qu'elle connaissait sous le nom de Guillaume Mercier souriait au photographe lors d'un gala de charité. Les pièces du puzzle s'assemblèrent brutalement. Les questions évasives, l'intérêt soudain pour le bénévolat, les coïncidences trop parfaites, et maintenant cette donation mystérieuse pour Sophie. La trahison lui coupa le souffle. Pendant des semaines, il l'avait observée comme un spécimen rare, s'immisçant dans sa vie sous un faux prétexte. Était-elle un projet de charité? Une distraction pour milliardaires ennuyés? Le dimanche suivant, Liam Guillaume se présenta, au centre comme d'habitude, ignorant qu'Elena avait découvert sa véritable identité. Il la chercha dans les couloirs, surpris de ne pas la trouver à son poste habituel. Il la découvrit finalement dans le jardin d'hiver, assise seule parmi les plantes exotiques. Son visage était de marbre. « Bonjour, Elena, sourit-il. « Bonjour, monsieur Whitmore, répondit-elle froidement. Le sang se retira du visage de Liam. Un silence pesant s'installa entre eux, épais comme un mur. « Je peux tout expliquer, commença-t-il. « Vraiment? Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez menti pendant des semaines? Pourquoi vous vous êtes joué de moi? Était-ce amusant de voir comment vit le petit peuple ?» Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de colère. Une colère, amplifiée par la douleur de la confiance trahie. Car sans qu'elle l'ait cherché, sans qu'elle se l'avoue, elle s'était attachée à cet homme qu'elle croyait connaître. Ce n'était pas un jeu, Elena. J'ai voulu être sûre que... Que quoi? Que j'étais assez méritante pour votre charité? Que je n'étais pas intéressée par votre fortune? Elle secoua la tête. Je n'ai pas besoin de votre argent. La fondation qui a payé l'opération de Sophie, c'était vous, n'est-ce pas? Liam acquiesça lentement. Je vous rembourserai, jusqu'au dernier centime. Ce n'est pas nécessaire, et ce n'est pas possible avec votre salaire, répondit-il doucement. Ne me dites pas ce qui est possible ou non, s'écria-t-elle. Des larmes de frustration perlaient au coin de ses yeux. Vous ne savez rien de moi, de ma vie, de ce dont je suis capable. Tout ce que vous connaissez, c'est l'image que vous vous êtes faite de la gentille infirmière pauvre qui méritait votre attention. Mais je ne suis pas un projet, monsieur Whitmore. Je suis une personne. Elle se leva brusquement, son corps entier tremblant sous l'émotion. Elena, s'il vous plaît. Liam fit un pas vers elle, le visage défait. Pour la première fois de sa vie, sa fortune et son nom ne lui servaient à rien. Au contraire, il dressait une barrière infranchissable. « Ne m'approchez pas », murmura-t-elle, « ne me contactez plus jamais. » Elle quitta le jardin d'hiver d'un pas rapide, laissant derrière elle un homme désemparé qui réalisait trop tard le prix du mensonge. Dans sa poche, il serrait le petit objet qu'il comptait lui offrir ce jour-là, un porte-clés en forme d'étoile, semblable à celui qu'elle avait perdu lors de leur première rencontre dans le bus. Ce qu'il ignorait, c'est que Marguerite, sa grand-mère, avait observé toute la scène depuis la porte du jardin, et qu'elle n'avait pas l'intention de laisser cette histoire se terminer ainsi. Dans son studio, Elena fixait le plafond, incapable de dormir. La douleur était bien plus intense qu'elle ne l'aurait imaginé. Non pas pour l'argent ou les mensonges, mais pour ce qui aurait pu être si tout avait été sincère depuis le début. Une semaine passa. Les jours d'Elena s'écoulaient dans une routine mécanique. L'hôpital, l'université, les visites à Sophie qui se remettait bien de son opération.
Mais son cœur restait enchaîné à cette rencontre dans le jardin d'hiver, à ces mots échangés, à cette douleur sourde qui ne la quittait plus. Un matin pluvieux, alors qu'elle sortait de son immeuble, une silhouette familière l'attendait sous un parapluie bordeaux. Marguerite Blanc, droite et digne malgré son âge, lui sourit doucement. « Bonjour Elena, puis-je vous offrir un café? J'aimerais vous parler. » La surprise fut telle qu'Elena acquiesça sans réfléchir. Elles s'installèrent dans un petit café aux tables en marbre et aux chaises en fer forgé, typiquement parisien. « Comment avez-vous trouvé mon adresse ?» demanda finalement Elena, les mains serrées autour de sa tasse brûlante. « Je suis la grand-mère de Liam. Cela me donne certains privilèges, mais aussi certaines responsabilités. » Marguerite sortit de son sac une enveloppe jaunie. « Savez-vous pourquoi j'étais dans ce bus ce matin-là » Elena secoua la tête. « Je venais de l'hôpital. On m'avait diagnostiqué un cancer en phase terminale. 6 mois, peut-être moins. » Elle sourit devant l'expression horrifiée d'Elena. « Ne vous inquiétez pas, le diagnostic s'est avéré inexact. Mais ce jour-là, j'étais convaincu que mon temps était compté. J'avais décidé de prendre le bus plutôt que ma voiture avec chauffeur, pour sentir une dernière fois la vie ordinaire autour de moi. » Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une photo. C'était Elena, debout dans le bus, offrant sa place. Liam était avec moi ce jour-là. Il prenait soin de sa vieille grand-mère. Marguerite lui tendit la photo. « Regardez votre visage. Vous étiez épuisé, préoccupé, mais dans vos yeux brillait une lumière que l'argent ne peut acheter. » Elena fixa la photo, troublée par cette version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas. « Mon petit-fils a passé sa vie entouré de personnes qui le voyaient comme un compte en banque, un tremplin social, un parti avantageux, jamais comme un homme. » Marguerite posa sa main ridée sur celle d'Elena. « Il a menti sur son nom, oui, mais jamais sur ses sentiments. Il voulait juste être sûr que vous voyiez l'homme, pas le milliardaire. »« Il aurait pu me faire confiance, » murmura Elena. « La confiance est un luxe quand on possède une fortune, » répondit simplement Marguerite. « Savez-vous ce qu'il m'a dit après avoir découvert que vous l'aviez démasqué? Elle est la première personne qui m'a aimé pour ce que je ne suis pas. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur d'Elena comme un écho douloureux. « Je ne vous demande pas de lui pardonner, » continua Marguerite en se levant. « Je voulais juste que vous compreniez. » Elle déposa un petit paquet sur la table. « Il voulait vous donner ceci. Un souvenir du jour où vous avez changé sa vie. » Elle partit, laissant Elena seule avec le paquet et la photo. À l'intérieur se trouvait un porte-clés en forme d'étoile, avec une note « Pour vous rappeler que la vraie richesse se trouve dans les gestes que l'on fait sans rien attendre en retour. Pardonnez-moi d'avoir cherché à connaître la personne derrière le geste, elle. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Elena pleura. Non pas de tristesse ou de colère, mais de cette émotion complexe qui naît lorsque la vérité ouvre une brèche dans nos certitudes. 3 jours plus tard, son téléphone s'illumina avec un message. « Je serai au banc près du bassin du Luxembourg demain à 15 heures. Si vous venez, je saurai que nous pouvons au moins parler. Si vous ne venez pas, je comprendrai et je ne vous importunerai plus jamais. Liam sans masque cette fois. » Le lendemain, le jardin du Luxembourg s'éveillait sous un soleil timide. Les enfants poussaient leurs bateaux sur le grand bassin, les étudiants lisaient sous les arbres. Liam attendait, nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. Il avait troqué son costume impeccable contre un simple jean et un pull gris, une tentative maladroite d'être normal. À 15h10, son cœur commença à s'alourdir. À 15h20, il se leva, prêt à partir, convaincu qu'elle ne viendrait pas. C'est alors qu'il la vit, marchant lentement vers lui, le porte-clés étoile visible à la main. « J'étais là depuis une demi-heure, » dit-elle doucement. J'observais. « Comme moi dans le bus ?» sourit-il timidement. « Comme vous dans le bus ?» confirma-t-elle, en s'asseyant à côté de lui. Un silence inconfortable s'installa, chargé de tous les non-dits. « Votre grand-mère est venue me voir, » commença Elena. « Je sais, elle me l'a dit après. Elle est assez indépendante. Elle vous aime beaucoup. Elle est la seule qui m'a toujours vu comme je suis vraiment, admit-il.
Puis, après une pause, « Avec vous, peut-être. » Elena tourna le porte-clés entre ses doigts, contemplant son reflet scintillant dans le soleil. « Pourquoi m'avoir menti ?»« Par peur, » répondit-il simplement. « Peur que vous changiez en apprenant qui j'étais. Peur de redevenir un portefeuille. Et avec un nom plutôt qu'une personne. Et l'opération de Sophie ? C'était égoïste, en fait. Je voulais vous aider, mais je craignais que vous refusiez si vous saviez que ça venait de moi. Alors j'ai créé cette fondation anonyme. » Il baissa les yeux. « Je comprends maintenant que c'était une erreur. Vous aviez le droit de choisir. » « Oui, j'avais ce droit, » confirma-t-elle doucement. Puis, après un moment, « Merci quand même. Sophie peut marcher normalement maintenant. » Le silence revint, mais différent cette fois, plus léger. « Alors, Guillaume n'existe pas du tout ?» demanda-t-elle finalement. « Mon deuxième prénom est Guillaume, et quand j'étais petit, avant l'empire White Tech, avant la fortune, mon père m'appelait ainsi. » Il la regarda dans les yeux. « C'est peut-être la part la plus authentique de moi. » Elena sourit légèrement. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. »« Je ne sais pas si je mérite votre confiance, » répondit-il honnêtement. « Mais j'aimerais essayer de la gagner, jour après jour, sans mensonge cette fois. » Elle tendit le porte-clés vers lui. Son cœur se serra, pensant qu'elle le lui rendait. Mais au lieu de cela, elle le plaça au centre du banc, entre eux. « Un nouveau départ, » proposa-t-elle. « Un nouveau départ, » confirma-t-il, posant sa main près de la sienne, sans la toucher encore. 6 mois plus tard, il se tenait dans le jardin de la résidence Sainte-Geneviève, entouré uniquement des résidents âgés et de Sophie, qui, sur sa jambe guérie, dansait avec Marguerite. Pas de presse, pas de célébrité, pas d'extravagance. Juste 2 personnes qui avaient choisi de s'aimer dans la vérité. Elena portait une simple robe ivoire et un bouquet de fleurs sauvages. Liam avait renoncé à son costume de marque pour une tenue plus décontractée, mais élégante. « Par cet anneau, je te promets non pas ma fortune, mais mon cœur sincère. Non pas mon nom, mais ma vérité, » déclara-t-il en passant une alliance simple à son doigt. « Par cet anneau, je te promets non pas ma perfection, mais mon authenticité. Non pas mon obéissance, mais mon soutien, » répondit-elle, des larmes brillant dans ses yeux. Marguerite observait la scène avec un sourire satisfait. Elle savait que la vie ne serait pas toujours facile pour ce couple improbable, lui avec son empire à gérer, elle avec sa carrière d'infirmière qu'elle refusait d'abandonner. Les différences de monde créeraient des tempêtes. Mais ils avaient quelque chose de rare. Ils s'étaient choisis pour ce qu'ils étaient vraiment, au-delà des apparences et des circonstances. Alors que les jeunes mariés quittaient le jardin, sous une pluie de pétales de roses, Elena s'arrêta devant Marguerite et l'embrassa tendrement. « Merci d'avoir cru en nous, » murmura-t-elle. La vieille dame sourit. « Je n'ai fait que te montrer ce que tu savais déjà. Parfois, l'acte de bonté le plus simple peut devenir le cadeau le plus précieux. » Et dans le bus qui les emmenait vers leur nouvelle vie, Elena posa sa tête sur l'épaule de son mari, le porte-clés étoile brillant entre leurs mains entrelacées, symbole de cette vérité universelle que nous découvrons tous un jour. Ou l'autre. Ce n'est pas dans les grandes fortunes, ni dans les beaux discours que se cache le véritable amour, mais dans ces petits gestes quotidiens où l'on offre le meilleur de soi sans rien attendre en retour. Cette histoire vous a touché ? Partagez-la et racontez-nous votre acte de bonté qui a changé une vie. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir chaque semaine une nouvelle histoire qui réchauffe le cœur. Car comme Elena et Liam, nous croyons que la gentillesse peut transformer le monde. Un petit geste à la fois. Abonnez-vous, aimez et partagez pour que la magie continue.